Quand j'étais plus jeune, à peu près au moment de l'école primaire, nous avions pour habitude de jouer avec mes camarades de classe à des sports collectifs. C'était souvent du football, et ces rencontres sportives commençaient toujours par le même rituel. Nous nommions 2 capitaines, parmi des joueurs plutôt bons, et ces 2 capitaines avaient la tâche de former les équipes. Comment s'y prenaient ces capitaines pour former leurs équipes ? Tout d'abord, avec l'expérience, ils connaissaient un petit peu les joueurs, les amis, les camarades avec lesquels ils allaient jouer. Ils connaissaient leur niveau en football et savaient à peu près quels étaient les meilleurs joueurs, quels étaient les moins bons. Chaque capitaine, à son tour, sélectionnait un nouveau joueur qui était encore disponible et, comme chaque capitaine essayait de monter l'équipe la plus forte possible, se débrouillait pour choisir le meilleur joueur des joueurs restants. Donc, l'un après l'autre, appelait ses joueurs jusqu'à ce qu'il n'en reste plus et que les équipes soient complètes. Eh bien, si on avait fait une liste de l'ordre dans lequel ont été appelés ces joueurs, on aurait eu une liste triée, grosso modo, de joueurs par leur capacité à jouer au football. Sans le savoir, ces capitaines ont déjà utilisé le tri par sélection selon le critère dont ils avaient besoin sur le moment, c'est-à-dire la capacité de jouer au football. Pour profiter pleinement d'une randonnée, il faut disposer d'un sac avec tous les objets dont on risque d'avoir besoin pendant cette randonnée, mais que ces objets soient aussi disposés dans le sac de façon à ne pas provoquer un mal de dos chez le porteur. Comment procéder concrètement, donc, pour remplir ce sac ? Les recommandations proposent de commencer toujours par les objets les plus lourds pour qu'ils se retrouvent au fond du sac. Il est donc une bonne idée d'étaler tous les objets dont nous avons besoin au sol, de poser le sac vide à côté, et de regarder tous les objets, de considérer celui qui est le plus lourd, de commencer par celui-là. Une fois l'objet le plus lourd dans le sac, on recommence avec les objets restants, on cherche le plus lourd, on le met dans le sac, et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'objets au sol. Ainsi, le sac sera chargé de façon à ce qu'il soit agréable à porter. Voici encore un exemple de tri par sélection. Nous avons une grande quantité d'objets à trier et nous avons sélectionné par le critère qui nous est important dans ce cas-là, à savoir le poids. Et pareil que pour le football, si nous faisions la liste des objets dans l'ordre dans lesquels nous avions mis le sac, nous nous rendrions compte que nous avons en fait trié les objets du plus lourd au plus léger. Nous allons voir maintenant concrètement comment se passe le tri lors d'un tri par sélection. J'ai codé une petite visualisation graphique du tri sous Pygame, qui est une librairie qui permet de dessiner sous Python. Nous allons voir comment trier 15 valeurs. J'ai ralenti volontairement l'exécution de l'algorithme pour que nous puissions voir toutes les permutations qui sont faites. Donc je lance mon tri par sélection. Les barres vertes nous montrent les permutations. Donc nous commençons à trier notre tableau à gauche. Nous parcourons à chaque fois les valeurs restantes pour chercher la plus petite, que nous ramenons vers l'avant, en permutant avec la première des colonnes. Voilà, la colonne grande est remplacée par la petite, et ainsi de suite. Donc toutes les valeurs de gauche commencent à être triées, et cela va se dérouler jusqu'à la fin. Ce tri par sélection est un tri par recherche du minimum, c'est-à-dire que nous recherchons toujours la plus petite valeur et nous la plaçons à gauche. Nous aurions très bien pu faire une recherche par maximum. L'algorithme serait allé dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on aurait cherché toujours la plus grande valeur, on l'aurait mis à droite et on aurait continué petit à petit avec les objets non triés qui sont à gauche. Maintenant que le principe du tri par sélection est compris,
Je reprends mon exemple et cette fois-ci avec un tableau beaucoup plus grand de 500 valeurs à trier. Cette fois-ci, j'ai bien entendu accéléré également le processus de permutation des valeurs pour que nous puissions apprécier à grande échelle comment se passe le tri. Je relance donc mon exemple. Cette fois, il y a beaucoup plus de valeurs, mais nous voyons que la partie gauche commence à être triée, la partie droite contient les valeurs qui ne sont pas encore triables, et nous voyons les différentes permutations qui se mettent en place pour ramener à chaque fois vers l'avant les valeurs les plus petites. En très peu de temps, l'ordinateur arrive à un résultat d'un tableau trié, mais là aussi j'ai mis une temporisation pour que nous puissions voir ce qui se passe, car les possibilités de calcul d'un ordinateur sont tellement fabuleuses que nous n'aurions rien vu même avec 500 valeurs. Voilà, il arrive à son terme et notre tableau de valeurs est entièrement trié. Nous avons vu maintenant le principe du tri par sélection, nous avons vu comment est-ce qu'il trie, quelles sont les permutations qu'il fait dans les différentes colonnes. Continuons maintenant d'assembler les pièces du puzzle pour voir comment nous pouvons écrire une telle fonction qui trie par sélection. J'ai donc repris Atom pour pouvoir programmer en Python et je dispose d'une liste de valeurs. Une liste composée d'entiers, 11, 39, 9, 2, 8. À première vue, elle n'est pas triée. Nous allons donc voir comment mettre en œuvre une fonction qui va nous trier ce tableau. Je définis donc une fonction Python qui va me faire un tri par sélection de cette liste. Comme nous l'avons vu pendant la mise en place, la première chose à faire pour pouvoir trier une liste, c'est de passer au travers de tous les éléments de la liste. En Python, cela s'écrit ainsi, c'est-à-dire que i va prendre toutes les valeurs d'indices pour parcourir le tableau de la longueur de L. C'est-à-dire nous avons ici un tableau L de 15 entiers. La première fois que i va passer dans cette boucle, i va prendre la valeur 0, c'est-à-dire qu'il va pointer vers la valeur 11. Le deuxième tour de boucle, i va prendre la valeur 1, ça veut dire qu'il va prendre l'indice, la valeur qui est en 1 ici, il va pointer sur 39, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la liste. Ici, nous pouvons ajouter une petite optimisation déjà. Nous nous rendons compte dès le début que ce n'est pas la peine de parcourir toute la liste. Si par exemple, nous avons une liste de 10 valeurs, et que nous avons déjà trié les 9 premières, cela veut dire aussi que la 10e est déjà triée. C'est un cas que nous ne sommes pas obligés de traiter. Donc on s'arrête à la longueur -1 de la liste. Très bien. Donc on considère que le premier indice du tableau que nous sommes en train de traiter est pour l'instant la valeur minimum. Donc au début de la boucle, l'indice de la valeur minimum est donc à i. Pour l'instant, nous n'avons pas encore parcouru les autres membres. C'est ce que nous allons faire dès maintenant. Dans cette deuxième boucle, nous allons parcourir le tableau des éléments qui sont au-delà de i. C'est donc la partie droite du tableau, celle qui n'est pas encore triée. C'est-à-dire que nous allons partir à partir de la valeur i plus 1, c'est-à-dire toutes les valeurs qui sont à droite de la valeur que nous essayons de changer, et nous nous arrêterons bien entendu à la fin de la liste. Donc nous allons comparer dans le premier tour la valeur 11 à toutes les valeurs qui sont dans le tableau. Nous allons comparer à 39, 11 est inférieur à 39, il reste l'indice minimum. Le tour d'après, on va le comparer à 9, 9 est plus petit que 11,
Ah, cette fois-ci, donc, l'indice de valeur minimum se situe au rang 2. Nous allons ensuite comparer 9 et 2. Encore une fois, 2 est plus petit. Donc, c'est au rang 3 que nous avons la valeur minimum. Et ainsi de suite, jusqu'à parcourir tout le tableau. Donc, en Python, cela s'écrit si la valeur que nous trouvons au rang J dans la liste est inférieure à la valeur qui se trouve pour l'instant à l'indice de valeur minimum, alors dans ce cas, l'indice de valeur minimum devient J. Et c'est le nouvel indice J. À la fin de cette boucle, indice de valeur minimum contiendra l'indice de la plus petite valeur de la liste. Au premier tour, par exemple, nous voyons que la plus petite valeur est 2. Donc l'indice de valeur minimum contiendra 3, qui est le rang de 2 dans le tableau, dans la liste. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est que ce 2, nous voulons le ramener en début de liste. Donc, nous n'avons plus qu'à échanger les deux valeurs et nous aurons fini. En Python, cette syntaxe est assez facile et se fait sur une ligne. Nous échangeons donc l'indice de valeur minimum et l'indice courant. Donc dans le premier tour, c'est la valeur 11 à l'indice 0. Voilà, et notre fonction est donc ainsi terminée. Nous remontons donc à chaque fois la valeur la plus petite en début de liste. Donc nous allons imprimer une première fois la liste pour bien nous rendre compte de ce qu'elle contient. Ensuite nous allons appeler notre fonction sélection que nous venons de définir sur notre liste. Puis nous allons réafficher la liste pour voir s'il a été trié. Je sauvegarde, on lance sélection, et comme vous pouvez le voir, nous avons d'abord la liste non triée telle que nous l'avons rentrée, puis en dessous, la liste triée grâce à la sélection que nous avons faite. Voilà, ceci est la méthode itérative. Nous allons voir par la suite qu'il y a aussi d'autres façons dont on peut résoudre ce problème. Ce que j'apprécie énormément en programmation, c'est qu'il y a toujours différents points de vue qui permettent d'arriver à la même solution. Certains sont plus optimisés que d'autres pour certains cas, d'autres prendront leur revanche avec d'autres conditions. Mais il n'y a pas une seule réponse immuable à un problème donné. Nous venons de voir comment nous pouvons implémenter le tri par sélection de manière itérative. De manière itérative, c'est-à-dire que nous savons dès le début le nombre d'éléments que nous allons traiter. Nous avons rangé des nombres dans un tableau, nous avons parcouru ce tableau et nous l'avons trié. Il y a une autre façon de procéder en programmation, qui est la méthode de réflexion. La réflexion est une façon de penser pour dire que quand on traite un problème avec un nombre élevé d'éléments, on peut essayer de le réduire à un nombre plus petit d'éléments en utilisant les mêmes méthodes. Pour expliquer cela, je vais expliquer un problème qui peut être vu de deux façons. J'ai un champ autour duquel j'aimerais planter des piquets pour mettre un grillage. Je peux par exemple dire je vais partir avec mes 37 piquets, je vais planter 37 piquets et je vais mettre un grillage autour.
Pour savoir si mon champ est entièrement fermé, je dois bien entendu tenir compte du nombre de piquets que j'ai plantés et du nombre de piquets qui me reste encore à planter. Je peux partir complètement de notre façon de penser, de dire eh bien je planterai des piquets jusqu'à ce que le champ soit entièrement entouré. Et peu importe le nombre de piquets dont il me faudra, j'arrêterai quand ce sera fini. Normalement, nous devons arriver au même résultat avec les deux méthodes de pensée. Mais vous voyez bien la différence. Dans une des méthodes est fixée par un objectif chiffré, le nombre 37 de piquets, il faut que je plante 37 piquets. L'autre va dire, eh bien, je plante un piquet, et tant que je ne suis pas au bout, je plante un autre piquet, et on continue comme ça. La réflexion est une façon de penser pour laquelle il faut fixer une règle de fin, c'est-à-dire dire à partir du moment où je suis dans cet état-là, j'ai fini ce que j'avais à faire, et sinon, je continue ce que j'étais en train de faire. L'itération, par contre, c'est qu'au bout de 37 piquets, j'aurai fini. Si je suis au 24e piquet, je sais qu'il m'en faudra encore 13. La façon de penser de manière réflexive, elle ne sait pas à quel moment elle va s'arrêter. Elle s'arrêtera quand elle sera au bout du champ. À un moment donné, vous êtes sur un piquet, vous ne savez pas si vous êtes près de la fin ou du début. Vous verrez bien. Continuons un petit peu dans le monde de la réflexion. Je suis dans ma cuisine devant un placard plein de nourriture. Ce placard de nourriture a été constitué avec le temps. Je ne sais pas combien de denrées il y a dans ce placard, et pour l'instant, cette information ne me préoccupe pas. Je laisse parler mon estomac, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvre le placard, j'analyse les denrées qui y sont stockées, je prends ce que j'aime manger le plus parmi ce qui reste, et je laisse le reste. À chaque repas, je vais donc systématiquement puiser dans ce placard l'aliment que je préfère. Là aussi, ne connaissant pas le nombre de denrées qu'il y a dans le placard au début, je ne peux pas prévoir à quel moment mon placard sera vide. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment il sera vide, et c'est ce qui marquera la fin de la possibilité pour moi de prendre quelque chose à manger dedans. Cet exemple montre bien la différence entre la manière de penser itérative, qui serait plutôt de dire « il y a 7 aliments différents dans mon placard, je sais que je prendrai le meilleur à chaque fois, mais je ne pourrai y puiser que 7 fois ». La manière de penser en réflexion, c'est de dire « je prends tant qu'il y en a ». Pour l'instant, ça ne m'embête pas de savoir combien de fois je peux encore venir à ce placard. Quand il sera vide, ce sera ma condition de fin, dans les deux termes, FINE, FAIM. Et voilà, j'aurai ma position d'arrêt, et tant que je ne suis pas à ma position d'arrêt, je continuerai à piocher dans mon placard. Nous avons vu maintenant le principe de la fonction récursive. Nous allons maintenant reprendre l'exemple de la fonction itérative que nous avons écrit précédemment, et la modifier pour la rendre récursive. Pour cela, je vais la copier, et je vais ajouter le suffixe rec pour dire que je parle de la fonction récursive. La fonction récursive a cette propriété que nous avons vue, qu'elle va se rappeler elle-même. Donc, nous allons l'appeler la première fois à partir du premier élément. Nous allons ramener le plus petit élément complètement à gauche du tableau, et ensuite nous allons rappeler la fonction récursive sur le reste à trier du tableau, et ainsi de suite. Donc, ce mécanisme nous impose de savoir à partir de quel rang nous allons traiter notre tableau. Pour cela, il nous faudra donc un indice de début de tableau où le traitement va commencer. Cet indice de début va aussi nous servir à voir la condition de fin de notre algorithme.
En effet, lorsque il n'y aura plus qu'un élément entre l'indice de début de la liste et la fin de la liste, c'est que nous aurons fini notre tri. Commençons déjà par écrire cette condition de fin. Ici, je compare la longueur de la liste -1 pour la même raison que je l'ai fait pour la fonction itérative, c'est-à-dire que si sur 10 éléments, on en a déjà trié 9, ça veut dire que le 10e est aussi déjà à sa place. Donc, on ne fait quelque chose seulement s'il reste plus de 1 élément dans la liste. Cette fois-ci, on ne parcourra pas toute la liste avec une boucle comme nous l'avons fait précédemment. Nous gardons le même principe que pour l'instant, l'indice de valeur minimum est cette fois-ci non pas i, mais est la première valeur de la liste. Donc, je reprends ma liste et je reprends ce qu'il y a à l'indice. Indice début. Ok. Donc, une fois que j'ai renseigné l'indice de début dans mon indice de valeur minimum, cette fois-ci, je compare à nouveau, comme pour la fonction itérative, toutes les autres valeurs du tableau à ma première valeur. Je refais exactement pareil, je compare 11 et 39, je garde le plus petit, je compare 11 et 9, je garde 9, et ainsi de suite sur tout le tableau. Ça ne change pas. Je mets à jour toujours mon indice de valeur minimum si je trouve plus petit. Ensuite, la seule chose qui change dans cette boucle, c'est que cette fois-ci, on part de l'indice de début. Et on prend tout ce qui est à droite de l'indice de début, jusqu'à la longueur de la liste. Si on trouve plus petit dans cette liste, on le met dans l'indice de valeur minimum. Si, puis on permute l'indice de début, qui représente le nombre que l'on est en train de trier, avec la plus petite valeur qui reste dans le tableau de droite. Le principe reste exactement le même. La différence maintenant, c'est que cette fonction va se rappeler elle-même. À partir du moment où elle aura traité un nombre, par exemple, nous avons notre liste L qui commence par 11, comme pour la fonction itérative, la première chose qu'elle va faire, elle va comparer 11 à tous les nombres qui suivent, elle va trouver que le 2 est le plus petit, elle va ramener le 2 au premier rang, et ensuite, il faudra rappeler cette même fonction sur le reste du tableau. Alors comment on va faire ça? Eh bien c'est très facile en Python, ou dans d'autres langages également. Nous allons rappeler la fonction elle-même, qui va travailler sur la même liste, mais qui cette fois-ci ne partira pas de l'indice 0, comme nous l'avons fait la première fois, mais à l'indice suivant. C'est-à-dire que quand elle aura traité le nombre au rang 0, eh bien elle va partir du tableau au rang 1 et ignorer ce qui était avant et ce qui est déjà trié. C'est exactement ce qu'on cherche à faire. Je sauvegarde. Cette fois-ci, j'appelle bien la fonction sélection rec sur mon tableau. Et on s'aperçoit que le tableau que l'on cherchait à trier est exactement trié aussi de cette façon. Donc on peut voir, ce qui a été intéressant de voir ici, c'est que dans la démarche, les deux sont des tris par sélection, qui est un tri parmi d'autres pour trier un tableau de valeurs, mais qu'en plus, nous avons pu écrire ce tri par sélection de deux façons qui témoignent encore des possibilités de voir le problème et de penser à sa résolution. Nous venons de voir comment s'écrit le tri par sélection. C'est un tri qui est relativement simple à comprendre, simple à programmer également. Il est effectivement simple à comprendre parce que c'est un tri que nous effectuons souvent. Sélectionner un objet parmi un nombre d'objets existants par rapport à un critère permet que l'objet sélectionné soit ou le plus petit, ou le plus grand, ou le plus lourd, ou ce que vous voulez,
par rapport à tous les objets qui vont rester dans la sélection pour la fois d'après. C'est une bonne première approche des tris et qui permet de voir comment sont faites les permutations pour arriver à un objet trié à la fin. Nous n'allons pas parler pour le moment de complexité algorithmique, mais si nous comprenons un petit peu le principe de ce tri, on s'aperçoit quand même du grand nombre d'évaluations qui sont faites. En effet, quand nous partons au départ du nombre de l'ensemble d'objets à notre disposition, nous les évaluons tous pour savoir quel est, soit le plus petit, soit le plus grand, soit le plus lourd, pour prendre celui qui a la condition extrême. Une fois ce premier élément sélectionné, nous nous rendons compte que nous refaisons exactement la même comparaison entre tous les objets restants. Si le nombre d'objets à comparer devient très grand, nous nous rendons compte que nous faisons énormément de comparaisons et souvent les mêmes comparaisons entre les objets entre eux. C'est pour ça que sur de grands nombres d'objets, le tri par sélection n'est pas le plus rapide. Nous verrons des algorithmes qui ont une complexité beaucoup moindre à celui-ci. Mais encore une fois, c'est une bonne première approche pour comprendre comment fonctionne un tri de manière en Python et comment on doit le programmer. Sur cela, je vous dis bonne journée et rendez-vous très prochainement pour d'autres algorithmes de tri.